Bien, mais écoutez, on va commencer pour rester dans notre rituel de commencer, de finir. On commence à l'heure, on finit parfois un peu moins à l'heure, mais c'est parce qu'on vous sent encore présent et qu'il y a beaucoup de choses à partager. Merci aux 232 auditeurs présents. Bien, c'est le dernier mardi de la mer de cette année universitaire un peu particulier pour les étudiants que je salue au passage 2020-21. Donc, on reprendra un nouveau cycle, bien sûr, au mois d'octobre prochain. Alors, il y a eu un petit changement, nous en avions averti la fois passée. Ce ne peut pas être l'amiral Oliveira qui devait présenter la SNSM, mais nous allons terminer sur une thématique qui devrait intéresser tous les publics s'intéressant à la mer, puisqu'il s'agit de l'histoire, et en plus sur une thématique qui fait toujours couler beaucoup d'encre, course et piraterie à l'époque moderne. Alors, bien sûr, Eudes, comme à chaque fois, Réblier va présenter notre intervenant, mais je voudrais vraiment remercier très chaleureusement le professeur Patrick Villiers, qui est un vieux complice. On a dépassé le cap difficile des 30 années d'amitié, on doit être à peu près à 40. On s'est connus au temps du séminaire de Jean Meyer avec Philippe Passon. Un très grand merci, mon cher Patrick, d'être là. Et Arrête de me puis, tu m'as pas rajeunir. marqué, tu as marqué. Professeur émérite à l'Université du Littoral, mais tu es également professeur d'histoire de la mer à l'Institut catholique de Paris, puisque tu as la gentillesse de me remplacer pendant son semestre qui me vaut d'être au bord de la mer et de m'occuper de mon phare de Cordouan. Un grand merci à toi. Et puis tout de suite, bien sûr, Eudes Réblier va te présenter. Je suis sûr que je vais découvrir encore des choses. Merci Patrick. Merci Christian. Patrick Villiers, vous êtes un historien, un spécialiste de l'histoire maritime. Donc professeur émérite d'histoire moderne et contemporaine à l'Université du Littoral Côte d'Opale de Boulogne-sur-Mer. Vous êtes également directeur honoraire de son centre de recherche d'histoire atlantique et littorale, membre du groupement d'intérêt scientifique d'histoire et sciences de la mer, et comme vient de le dire Christian, vous enseignez aujourd'hui à l'Institut catholique de Paris. Vous avez plus particulièrement étudié l'action navale de la France de l'Ancien Régime dans ses aspects économiques et militaires en vous intéressant notamment à l'économie portuaire, aux navires, aux convois, au commerce colonial, à la guerre d'escadre et à la guerre de course. Vous avez publié de nombreux articles et livres, plus spécifiquement concernant pirates et corsaires, quelques ouvrages idoines, les corsaires du littoral de Philippe II à Louis XIV, Boulogne, Calais et Dunkerque 1560-1715, Jean Bart, corsaire du Roi Soleil, ou encore Pirates, corsaires et flibustiers, publié en 2018. Mais alors, comment vous êtes-vous intéressé à ces thèmes et spécialisé ainsi? Eh bien, m'avez-vous dit, parce que, étudiant à la Sorbonne et pratiquant la voile, vous étiez parfois effaré d'entendre vos maîtres confondre bâbord et tribord, la proue et la poupe, le bouge et la tonture, la misaine et l'artimon. Vous en étant ouvert à votre professeur, Jean Favier, il vous a répondu sa totale ignorance du navire et vous avez récompensé de votre question en vous chargeant d'un exposé. De fil en aiguille, ça vous conduira, encouragé par Étienne Taïmit, à soutenir à Paris 1 une thèse de 3e cycle en histoire, le commerce colonial atlantique et la guerre d'indépendance, puis 5 ans plus tard, une thèse de doctorat ès-lettres, marine royale, corsaire et trafic dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI. Depuis lors, vous n'avez cessé vos recherches, enseignements et publications sur ces sujets. Nous avons hâte de vous entendre et donc à vous la parole. Merci d'être là ce soir. Merci à tous. Vous avez pris un grand risque, donc j'espère que vous ne me prendrez pas trop à l'abordage. Et donc, on va essayer de passer un moment ensemble. Alors, mon idée, c'est de ne pas essayer de vous assommer sous un savoir, mais peut-être quand même de mettre au point un certain nombre de notions. Et notamment, certains d'entre vous sont des experts, mais pour d'autres, on voit encore régulièrement les corsaires, c'est les pirates sont des corsaires. Et comme je fréquente assidûment l'association des descendants de capitaines corsaires de Saint-Malo, à chaque fois qu'ils entendent cette phrase, ils sont prêts à pendre le coupable haut et court. Alors donc, pour vous éviter de risquer d'être pendu, on va essayer un petit peu de rappeler ces différentes notions. Et donc, la première idée que je vous propose, et le président Riblier me coupera au bout d'un quart d'heure, c'est d'essayer de rappeler un petit peu corsaires et pirates. Et puis, tout de suite, on va faire un bond dans le temps. Je vais vous provoquer en vous disant le XVIe siècle européen, premier siècle corsaire. Donc, la première idée que vous connaissez tous, c'est que pirates et piraterie sont
d'origine immémoriale, et donc la piraterie naît vraisemblablement avec la naissance de la navigation. Alors, il y a eu des articles très savants faits par mes collègues de l'Antiquité qui montrent qu'effectivement, la notion de pirate dépend de toute une série de notions juridiques, notamment déjà en premier l'existence d'un droit. Bon, et puis ensuite la notion d'appliquer ce droit. Et il est bien évident qu'il ne peut y avoir de pirates sur la mer qu'à partir du moment où il y a une activité maritime. Et donc cette activité maritime, en allant très très vite, elle commence au deuxième millénaire. Et en fait, quand apparaissent les puissances que nous connaissons tous, l'Égypte, la Crète, etc., il est bien évident qu'à partir du moment où il y a eu des bateaux transportant une certaine richesse, la tentation a été grande pour certains d'essayer d'intercepter cette richesse. Et là, il y a une notion que je pose et qu'on reprendra probablement à différents moments, c'est que je voudrais tout de suite distinguer deux pirateries. La piraterie individuelle, bon, et puis la piraterie collective. Et il me semble que la piraterie individuelle, elle sort de notre champ. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt quand la piraterie est collective. Et il est évident que quand la piraterie devient collective, et notamment sur mer, est-ce que cette piraterie collective ne serait pas l'embryon de quelque chose? Donc l'embryon peut-être de futurs corsaires ou l'embryon d'une future marine. Et d'autre part, et on va le voir justement avec le XVIe siècle, le droit corsaire comme la notion de pirate sont liés à celui qui l'a défini. Néanmoins, l'encyclopédie de 1787 nous propose une définition intéressante. Le pirate, c'est un voleur public qui pille toutes les nations sans commission d'aucun État. Et là, il fait apparaître une notion tout à fait intéressante parce que de là va naître quelque chose que nous connaissons tous, surtout en ce moment, qui est le passeport. Autrement dit, la notion de qui pille toutes les nations, donc c'est quelqu'un qui attaque de manière indifférente, mais on nous dit tout de suite, sans commission d'aucun État. Donc, on pourrait avoir des gens qui attaquent, mais en ayant la commission, c'est-à-dire en fait un document qui permet d'attaquer. Et les documents qui permettent d'attaquer, eh c'est justement la base du droit corsaire que nous allons voir dans quelques instants. Donc, je relisais encore juste avant de commencer l'émission des notions, par exemple sur les Vikings. Ben, les historiens le reconnaissent. Les Vikings sont bien baptisés pirates ou l'équivalent de pirates par qui? Par les chroniqueurs des monastères, mais eux-mêmes ne se définissent en aucun cas comme des pirates. Bon, donc il y a un peu la notion de le pirate, c'est l'autre. Bon, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que à partir du moment où une nation s'impose, je vais très vite, hein, et notamment les 16e siècle, les Espagnols au XVIe siècle, eh bien, les Espagnols, justement, vont abondamment utiliser le mot piratas. Et on va le voir dans quelques instants. En revanche, si on prend un livre que j'adore, qui est le vocabulaire des termes de marine anglais et français de Daniel Lescalier, publié en l'an 6. Il nous dit au mot corsaire, bâtiment appartenant aux particuliers, virgule, équipé pour courir sur les vaisseaux marchands des ennemis de l'État, pourvu d'une commission du prince à cet effet, les prises que les corsaires font sur les ennemis de l'État leur sont allouées et le profit leur en revient en se conformant aux lois relatives aux prises. Donc, nous sommes tout de suite face à une notion fondamentale. Le corsaire est encadré par le droit. Et non seulement il est encadré par le droit, mais il passe, tous les actes du corsaire passent d'une manière ou d'une autre devant un tribunal qui relève de l'État. Alors, cet État étant à définir, mais qui relève de l'État.
L'autre notion immédiate, c'est que le corsaire est un particulier. Mais c'est un particulier qui fait la guerre. Ça veut donc dire en fait que le corsaire n'existe que parce que l'État délègue son droit régalien de faire la guerre à un particulier. Donc, le corsaire est quand même lié à une faiblesse, une défaillance ou un choix volontaire de l'État, c'est-à-dire encourager ou permettre aux particuliers de faire la guerre. Et donc, le corsaire est ainsi totalement défini. Le corsaire est en aucun cas un forban et un pirate. Et d'ailleurs, l'escalier finit sa définition en disant « Je ne comprends pas pourquoi on trouve chez presque tous les auteurs le mot corsaire défini comme synonyme de forban, mais il ajoute qu'ils ne sont pas instruits dans la marine. » C'est tout à fait exact, mais on peut aller beaucoup plus loin. Qui n'ont jamais ouvert un ouvrage de droit. Car si maintenant on va se référer dans les traités de droit, et notamment de droit maritime, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une législation qui nous donne quelques références que je vous donne juste comme ça, mais qui nous dit que la première lettre de marque serait de française, entre guillemets, serait de 1206 et donnée à Eustache de Boulogne, qu'en 1356, les Anglais ont des lettres de marque tout à fait définies. Donc, on voit qu'on a des actes totalement datés. Et si on va très rapidement, on s'aperçoit que à partir de 1400, dans le cas français, on voit apparaître cette fois-ci des ordonnances, c'est-à-dire un ensemble de textes où on commence à voir apparaître le droit corsaire. Et si on prend la législation européenne, c'est-à-dire que si on regarde dans les ouvrages de droit anglais ou espagnol, etc., on s'aperçoit que à partir des années 1400-1450, apparaissent simultanément des ordonnances en Angleterre, en France, au Portugal. Et c'est la deuxième notion que je voudrais vous soulever, mais qu'on ne débattra pas. Le droit corsaire est un droit européen. Pourquoi est-il un droit européen? Parce que le droit corsaire n'existe que parce que les deux États en conflit se reconnaissent. Il ne peut y avoir un corsaire, c'est-à-dire un marchand de l'État A qui attaque l'État B qu'à condition que l'État B le reconnaisse comme corsaire. Si l'État B le reconnaît comme pirate, ben, il n'est pas corsaire, il sera pendu haut et court. Et justement, nous allons le voir dans quelques instants, mais les Espagnols vont refuser aux corsaires le droit d'être corsaire et donc les baptiseront piratas. Donc, le droit corsaire n'existe qu'à partir du moment où les camps belligérants vont se reconnaître. Et là, je fais référence aux grands travaux de Mola du Jourdain que tout le monde connaît. Ben, Mola du Jourdain a montré justement que les années 1400-1550 sont la mise en place d'une législation corsaire européenne. Et donc, on peut dire que dans les années 1480-1490, eh bien, en Europe, on a un droit corsaire parfaitement identifié. Donc, le corsaire est un navire marchand qui ne se bat qu'en temps de guerre, qui arme, c'est-à-dire qui achète un bateau, recrute un équipage, l'arme au sens strict du terme, et fait la guerre à l'ennemi. Et comme cet investissement est très cher, l'État l'autorise à se dédommager par des prises. Donc, en fait, tout de suite, la notion est suivante. Et la guerre de course n'existe que parce qu'on a un espoir de profit. On a donc deux notions, le temps de guerre, le profit, et puis une notion dont on n'aura peut-être pas le temps de parler beaucoup, mais quelque part, c'est la faiblesse de l'État qui fait que le corsaire existe. Donc, voilà, on arrive ainsi à cette notion. Non, pardon, je vais revenir sur la notion après. Alors, en fait, ce qui va bouleverser ce premier équilibre, c'est pour ça que vous avez aperçu une carte derrière, c'est la conquête de l'Atlantique par les Européens et le traité de Tordesillas. À partir du moment où il y a traité de Tordesillas, il y a, par les Ibériques, la définition d'un espace illégal pour les autres. Et
quiconque sera dans cet espace pour les Ibériques, quand j'entends espagnol et portugais, alors il y a des moments c'est la même couronne, mais il y a des moments les deux couronnes sont séparées. Donc corsaires, les piratas, ce sont ceux qui contestent le droit maritime des Espagnols et des Portugais. Et celui qui ceux exactement qui contestent ce droit maritime, vous les connaissez bien, c'est François Ier et Henri VIII. Tous les deux ont la même définition. Il n'y a rien dans le testament d'Adam qui nous interdise d'aller dans l'Atlantique. Et donc, si les Français sont les premiers avec le célèbre armateur Angot et ses corsaires de Dieppe à attaquer les Ibériques, les Anglais vont suivre très rapidement. Et là, on n'est plus dans le bricolage. Hein. Les Portugais, en 1531, estiment que les corsaires d'Angot, les corsaires de Dieppe, leur ont pris 300 navires. 300 navires en 6-7 ans, mais enfin, 300 navires. Hein. Et vous souvenez peut-être que sur les caravelles qui reviennent avec le trésor du Mexique, Angot en a intercepté 2 et qu'on a pu démontrer qu'une partie des guerres d'Italie a été financée par les 10% qu'Angot a religieusement versé à François Ier. Donc l'État français a été bien content de profiter et en allant à pas de géant, Élisabeth Ier légitime Drake de la même manière. Hein. Drake est piratas pour les Espagnols et corsaire pour les Anglais. À ceci s'ajoute, qui va encore remettre, c'est les guerres de religion. Donc, les guerres de religion, donc, là encore, je me permets d'aller très très vite. Donc, si l'empereur accepte plus ou moins qu'il existe des protestants, quand il est roi, et notamment quand il s'agit de Philippe II, il conteste aux protestants le droit de naviguer, et donc les protestants, quand ils interceptent les Espagnols, quand ils interceptent des protestants, les baptisent de piratas. Et le phénomène va prendre de l'ampleur quand, en 1568, La Rochelle bascule du côté des protestants, et notamment Jeanne d'Albret, reine de Navarre, se dépêche de délivrer des commissions corsaires aux Français, mais également aux Hollandais qui viennent de commencer leur révolte et qui vont se baptiser les gueux de mer. Et donc, on a un phénomène où tout se confond. Donc, contestation du traité de Tordesillas, naissance des marines françaises et anglaises, révolte des Provinces-Unies qui vont se battre pendant 80 ans. Bon. Et cette révolte des Provinces-Unies, elle est essentielle parce qu'elle bouleverse tout, parce que là, je vais référer, vous le savez tous, mais c'est évidemment Braudel qui en a reparlé encore plus que tout le monde, c'est que les Hollandais vont inventer l'économie monde, et on assiste à ce phénomène extraordinaire que pendant qu'ils font pendant 80 ans la guerre aux Espagnols, ils sont capables d'une part d'éliminer la marine espagnole de la mer du Nord, mais de créer la Compagnie des Indes, la VOC, qui va s'emparer du commerce des épices. Ils vont s'emparer du commerce des baleines, ils vont s'emparer du commerce de la mer Baltique, et donc ils vont devenir les rois marchands de la mer. Et donc, on arrive à une notion, et on va s'arrêter là-dessus pour lancer le débat, qui est que nos Hollandais, baptisés gueux de mer, et dont les premiers bateaux corsaires ont été traités en pirates, c'est-à-dire pendus haut et court, ou plus exactement, les Espagnols, utilisant les équipages de Dunkerque, avaient inventé une notion tout à fait intéressante qui s'appelait le lavement de pied à la dunkerquoise. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, les malheureux prisonniers hollandais saisis par les Espagnols étaient attachés 2 par 2 et balancés à la mer les pieds les premiers, d'où l'expression lavement de pied à la dunkerquoise. Ça évitait de régler le problème des prisonniers, ça allait très très vite. Jusqu'au moment où les succès des Hollandais ont fait que les Espagnols ont eu plus de marins pris qu'ils ne prenaient de marins hollandais, et donc il a fallu arrêter ces brutalités. On s'est rendu compte que l'homme sur mer avait une valeur, donc on va transformer les prisonniers en galériens. Donc progressivement, je dis bien très progressivement,
un droit corsaire va naître, qui va se terminer par la fameuse trêve de 12 ans où on assiste à ce paradoxe où les Espagnols reconnaissent les Provinces-Unies sans les reconnaître. Mais enfin, disons que en 1609, les Provinces-Unies sont devenues la première puissance maritime, même si elle n'est pas encore légitimée. Et donc, les corsaires, les pirates sont devenus corsaires et les corsaires sont devenus marine officielle. On peut peut-être lancer une première série de questions. Une première pause, oui. Une question de Max Moulin. Tu as évoqué Eustache Lemoine. Était-il un corsaire mandaté par le roi de France ou un pirate et exécuté à ce titre par les Anglais après sa capture? Alors, qui était-il quoi d'un côté et de l'autre? Moi, j'ai toujours pensé pendant très longtemps que Eustache Lemoine n'existait pas, mais il y a eu des travaux très très sérieux qui montrent qu'il a réellement existé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que alors là, je suis sûr que je vais me faire assassiner par tous mes collègues d'histoire médiévale, mais quelque part, il s'est autodéfini comme seigneur et contestait aussi bien aux Français comme aux Anglais de lui reconnaître une autorité sur mer. Et comme vous le savez, l'État français comme l'État anglais et l'État espagnol n'auront de cesse que de reconnaître leur souveraineté sur la mer. Ça sera la création des amirautés, etc. Et donc, autant d'Eustache Lemoine, ça n'existe pas tout ça. Donc, en fait, il n'est reconnu par le roi de France que tant que le roi de France le reconnaît. Quand il se fâche avec le roi de France, il passe du côté anglais et le roi de France le baptise de pirate, mais il en a tout autant pour le roi de France. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a existé. Il a existé et c'était un seigneur, on va le dire, pillard comme tant d'autres. Donc, moi, j'ai du mal à le baptiser corsaire. Une question de Victor Labourte, mais quels sont les moyens de contrôle par le prince ou par l'État des prises par les corsaires? Comment les petites affaires financières se règlent à l'amiable ou non? Tout à fait. Alors en fait, là, encore, je renvoie aux travaux des médiévistes et notamment de tous ceux qui ont travaillé avec Mola du Jourdain. Il a démontré qu'à la fin de chaque guerre, se réunissaient des cours où on passait en revue les prédations maritimes qui avaient lieu pendant la guerre et on les légitimait ou non. Autrement dit, donc, le corsaire passe sous l'autorité du juge. Alors, l'autorité du juge, eh bien, elle va se développer et elle va devenir permanente avec la création des amirautés. Donc, ces amirautés vont être des amirautés régionales. Donc, on parlera de l'amirauté de Guyenne, l'amirauté. Et en Hollande, on a 6 amirautés. En Angleterre, on a aussi des amirautés. Mais ces amirautés ont le pouvoir juridique de contrôler et c'est elles qui rendent le verdict. Alors, là encore, je ne vais pas faire un cours sur le droit de l'amirauté, mais ce qui naît aussi en Europe, je vous ai prononcé tout à l'heure le mot passeport, c'est ça, c'est qu'en fait, le commerce maritime devient le moyen pour tous les États d'augmenter les impôts sans toucher aux contribuables nationaux. Donc, on va grever les entrées et les sorties des bateaux de plein de taxes, de toutes sortes. Et pour être bien sûr que les taxes sont payées par les gens, eh bien, on va leur donner un passeport. C'est-à-dire que vous ne pourrez rentrer du port ou sortir du port que si vous avez payé les taxes non seulement au port d'entrée, mais aussi au port de départ. Parce qu'un des grands trucs était que en fonction du tirant d'eau et en fonction de votre cargaison, vous lestiez le navire. Donc, vous le remplissiez de sable et de cailloux. Bon, donc, on payait un droit de lestage. Mais quand on arrivait dans un autre port, la première chose qu'on faisait, c'est d'essayer de se délester en douce. Bon, pour ne pas payer la taxe. Mais en même temps, on comblait le port. Donc, tout de suite, finalement, tout le monde s'est entendu pour que tout le monde paye. Donc, est née en Europe la notion de passeport et une notion qui est apparue presque immédiatement, et là qui est fondamentalement européenne, c'est celle du pavillon. Et on a bien dans la définition du forban, le forban c'est celui qui n'a pas de commission et c'est celui qui n'a pas de pavillon. Ce qui fait que
quand le pirate se présente à l'entrée d'un port, eh bien, les gens qui sont en haut des tours, la première chose qu'ils regardent, c'est a-t-il un pavillon? Et le pavillon, de quelle nationalité ou de quel port? Et donc, le Forban, c'est celui qui n'a pas de pavillon. Le pavillon pirate est une plaisanterie qui apparaîtra dans les années 1680 et 1690, alors que le pirate existe bien avant. Deux questions un petit peu complémentaires, j'en fais une. Une question sur les barbaresques, bien sûr, de Méditerranée. Est-ce que ce sont des pirates ou des corsaires? Et puis, il y a beaucoup de questions sur les flibustiers, les frères de la côte de l'espace Caraïbe. Sont-ils des pirates ou des flibustiers? Alors, les flibustiers, c'est la deuxième partie, là. C'est ce qu'on va aborder juste après. Donc, on verra ça après. Et les barbaresques, alors, on va rester aux barbaresques. Donc, les corsaires barbaresques, là, il faut être très, très clair. Et je l'ai reprécisé, mais je l'ai revérifié ensuite sous la plume de mes collègues spécialistes de l'islam. Dans le droit maritime des baies d'Alger, des baies de Tripoli ou des baies de Salé, la mer est une prérogative du sultan. Donc, tout bateau sur mer relève du sultan. Donc, si un bateau barbaresque attaque, il n'est pas pirate parce qu'en fait, il est toujours le représentant soit de Salé, soit d'Alger, soit de Tunis, soit de Tripoli. Donc, normalement, le corsaire le navire barbaresque est toujours corsaire. Mais comme le corsaire barbaresque est fondamentalement musulman et qu'il est en djihad contre les chrétiens, il est donc perpétuellement en guerre contre la chrétienté, donc il n'a pas à se justifier d'une commission corsaire puisqu'il est toujours en guerre. Mais il porte le pavillon de son port. Et si vous reprenez les planches de l'encyclopédie marine, si vous prenez les grandes planches qu'on trouve de pavillons du XVIIe siècle, etc., on voit très bien qu'il y a clairement identifié le pavillon de Tunis. Ils ont le croissant, mais les pavillons sont très bien identifiés de Tunis, d'Alger ou d'ailleurs, etc. Donc, le corsaire barbaresque est un corsaire de la foi qui attaque les chrétiens. Il n'est en aucun cas pirate. Ceux qui les baptisent pirates, ce sont les littéraires, et donc notamment Molière et les autres. Qu'allait-il faire dans cette galère, etc., etc. Mais tu disais tout à l'heure qu'il faut bien qu'il y ait un accord et que les belligérants ou l'ennemi doit être d'accord aussi. C'est-à-dire que dans le camp chrétien, est-ce qu'un barbaresque est considéré comme un corsaire, puisqu'ils sont corsaires de fait par rapport au sultan, mais ne sont-ils pas considérés comme pirates par les chrétiens? Ah ben bien entendu, parce que en fait, on va avoir d'abord François Ier qui passe des accords avec la Sublime Porte, et en contrepartie des accords qu'il a passés avec la Sublime Porte, les corsaires barbaresques ne doivent pas attaquer les bateaux français. Sauf que ces mêmes corsaires barbaresques, écoutant de très loin la voix de Constantinople, n'hésitent pas à attaquer un bateau français, d'où les hurlements du roi de France et de ses ambassadeurs, et le fait qu'après on va se faire justice soi-même, et donc Louis XIV va attaquer des dizaines de fois Alger, Tunis, etc., qui ne respectent pas les traités entre la France et la Sublime Porte. Bon, donc, en fait, on a une théorie puis une pratique. Et puis, alors, bien entendu, il y a Malte qui est la réplique aux corsaires barbaresques. Et donc, les corsaires de Malte sont en lutte permanente contre les barbaresques. Mais les corsaires de Malte ont un pavillon, une commission du pape. Donc, ce sont des gens qui sont des gens légitimes à faire la guerre, encore une fois, à condition que l'autre reconnaisse cette légitimité. Merci D'où beaucoup. les périodes de guerre et les périodes de paix. Alors, je vous propose peut-être d'aller voir les flibustiers maintenant, de traverser l'Atlantique, aller dans les espaces chauds des mers des Caraïbes. C'est ce que tu souhaitais faire, je crois. Tout à fait. Donc là, justement, la grande notion, c'est que ces flibustiers, en fait, vont se constituer de manière, on pourrait dire, insidieuse, et vont
vont se développer et apparaître au XVIIe siècle. Mais en réalité, ils sont là dès la fin du XVIe siècle. Et en fait, le développement des flibustiers est d'abord étroitement lié à la guerre de la Hollande et de l'Espagne. Donc, en fait, les Espagnols ont donc conquis les Antilles, mais comme vous le savez, ce qui les intéressait, c'était la recherche de l'or. Et donc, quand ils se sont rendus compte que dans l'espace caraïbe, il n'y avait pratiquement pas d'or, eh bien, ils ont progressivement abandonné la plupart des îles, sauf évidemment Cuba, Porto Rico et Saint-Domingue. Mais autrement, un certain nombre d'îles se sont retrouvées abandonnées. Et donc, un certain nombre de marins, alors soit protestants, soit rien du tout, soit qui ne voulaient plus de la vie européenne et qui ont découvert le charme des Antilles et notamment des cocotiers et autres fruits exotiques, ben, se sont tout simplement fixés dans les îles abandonnées sans faire de bruit. Et donc, en fait, on n'a pas véritablement de texte, mais on sait que on a quelques dizaines ou quelques trentaines ou quelques cinquantaines d'hommes qui se sont fixés à droite ou à gauche dans ces petites îles. Et en fait, ils ont fait de l'autosubsistance parce que les Espagnols avaient amené un certain nombre d'animaux. Et notamment parmi les animaux, eh bien, on a eu les vaches et les taureaux qui se sont développés. Alors, Exquemelin, dans son histoire de la flibuste, dit bien que les flibustiers et les boucaniers chassent les bœufs. Mais nous sommes bien d'accord que si un bœuf est un taureau à qui on a retiré ses attributs, on ne voit pas comment il peut se reproduire. Donc en réalité, ce qu'on a fait, c'était des vaches et des taureaux. Alors, en fait, on va avoir des communautés on peut dire de vagabonds de la mer qui vont se fixer plus ou moins aux Antilles et qui vont connaître d'abord un très gros développement, tout simplement en 1609. Pourquoi 1609? Parce que 1609, c'est la première grande trêve entre la Hollande et les Provinces-Unies, et notamment beaucoup de corsaires hollandais vont se retrouver au chômage, et un certain nombre de marins hollandais qui ont découvert les Antilles parce qu'ils poursuivaient les navires espagnols, eh ben, vont trouver que finalement, c'était bien mieux de vivre aux Antilles que de vivre aux Provinces-Unies, que ma réflexion plaise ou ne plaise pas à nos amis hollandais. Donc, on a une première communauté qui s'installe, et cette communauté, elle est très bien décrite par Exquemelin, qui va les appeler justement les boucaniers. Alors, les boucaniers, eh bien, ce sont des gens qui font du boucan. Alors, ils ne font pas seulement du bruit, ils en fait chassent justement, je reprends l'expression d'Exquemelin, les bœufs sauvages, et ils vont boucaner la viande à la manière des Indiens qui le leur ont appris, et surtout, ils vont aussi très soigneusement garder les cuirs des animaux qu'ils ont tués. Et donc, nos boucaniers vont se constituer un petit trésor qui va énormément intéresser les premiers navires de commerce qui arrivent dans le coin. Et comme vous le savez, les cuirs sont très très rares parce que on en a besoin, parce que le caoutchouc n'existe pas. Donc le cuir est à toutes les sauces, hein, aussi bien les chaussures, les vêtements, etc. Donc ces cuirs de boucan vont se vendre très cher, et les boucaniers vont ainsi s'approvisionner en marchandises européennes par la vente de ces cuirs. Et ils vont ainsi se développer jusqu'au moment où les Français et les Anglais vont trouver que finalement, on avait intérêt à favoriser le développement de ces communautés. Et donc, en Angleterre comme en France, et donc en France, ça sera Richelieu avec les différentes compagnies qu'il fait, on va essayer de mettre en valeur les Antilles, mais comme toujours, avec l'État, sans dépenser un sou. Donc,
Richelieu va donc confier aux armateurs de Rouen et d'ailleurs le droit de mettre en valeur à condition d'aller investir. Et donc, l'investissement n'a d'intérêt pour les marchands que s'il y a un retour. Alors, ce retour, ben, on a vu par exemple qu'au Canada, c'était un échec puisque il y a ce que l'on prenait pour des trésors, c'était du mica. Donc, c'est le grand échec du Canada. Et aux Antilles, heureusement, va apparaître un nouveau produit qui est le tabac. Et donc, nos boucaniers vont finalement se développer avec la vente du tabac et la vente des cuirs, et va se mettre en place et rapidement se développer un trafic d'hommes, d'Européens qui veulent aller aux Antilles, mais qui n'ont pas les moyens de se payer le voyage. Le prix du voyage pour aller aux Antilles est astronomique, et donc ils vont se vendre aux capitaines qui vont aux Antilles, qui vont moyennant l'engagement de travailler aux Antilles. Et donc naît un nouveau mot qui va être le grand mot du XVIIe siècle, le mot d'engagé. Les engagés, ce sont des pauvres de Dieppe, des Sables d'Olonne ou d'ailleurs, mais c'est vrai en Angleterre comment, qui se vendent à un capitaine qui va aux Antilles. Ce capitaine se dédommage du transport en les vendant sur place, moyennant, non pas l'esclavage, mais l'engagement à travailler pour tant de mois ou tant d'années pour un boucanier déjà en place. Et ce système va être repris par les compagnies des Indes, françaises et anglaises et hollandaises, mais surtout, il va être repris par Cromwell, qui va y ajouter une nouvelle notion, la notion de dissenters. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de dissenters? Eh bien, Cromwell va envoyer en Amérique et dans les colonies d'Amérique et aux Antilles tous les contestataires, qu'il appelle les dissenters. Mais comme il faut payer le voyage, eh bien, on leur offre le droit d'aller dans la colonie au Maryland ou chez les Quakers ou d'ailleurs, mais l'engagement, donc on les vend aux planteurs qui sont déjà sur place. Dans le cas anglais, l'engagement, c'est de 9 à 12 ans. Au contraire, dans les compagnies françaises, c'est 3 ans et qui vont pratiquement être immédiatement ramenés à 18 mois. Et si nous prenons quelqu'un de célébrissime qui est Morgan, eh bien Morgan est un catholique, dont l'oncle est lui aussi catholique, qui évidemment était du côté de Charles Ier, non pas de Cromwell, et donc qui est allé à la Jamaïque. Et à la Jamaïque, eh bien, il, entre guillemets, prospère comme petit planteur. Sauf que se produisent deux phénomènes, donc l'arrivée massive des dissenters, mais aussi avec Cromwell, la volonté de conquérir les îles des Antilles, et notamment la fameuse histoire de la Jamaïque. L'échec de la Royal Navy devant Saint-Domingue et Cuba se traduit par la Jamaïque, qui était peuplée de 150 Espagnols. Donc les Anglais ont rapidement triomphé, mais il fallait un peuplement. Et ce peuplement, c'est donc les dissenters. Mais les dissenters anglais, quand on leur offre 12 ans d'engagement, n'ont qu'une envie, c'est déserter. Et là, les conséquences des guerres de 30 ans, le fait que Anglais, Français, Espagnols, Hollandais, tout le monde se bat aux Antilles, va faire que chaque camp va distribuer des lettres corsaires. Notamment, si on prend le cas célébrissime du gouverneur français de la Compagnie des Indes, Augeron, eh bien, il distribue des lettres de marque portugaises pour que les pirates flibustiers deviennent des corsaires. Et quand le phénomène corsaire flibustier va devenir un phénomène militaire, eh bien, en fait, chaque camp va récupérer. Et donc, on a une flibuste qui naît très lentement, puis d'un seul coup qui explose dans les années 1640-1650. Et nous, les historiens, on appelle ça la flibuste baroque. Et dans cette flibuste baroque, on a deux personnages, enfin on en pourrait en prendre plein, mais on a deux personnages qui se distinguent, c'est Nololonois d'un côté et puis Morgane de l'autre. Alors Nololonois, comme son nom l'indique, No, c'est un homme des Sables d'Olonne.
On a pu retrouver les traces de son engagement, donc il est bien parti comme engagé aux Antilles. Aux Antilles, apparemment, il aurait fait ses 18 mois ou ses 3 ans. Il se retrouve libre, mais il a envie de s'enrichir et donc il va participer aux premières expéditions contre les Espagnols. Et c'est là que, en l'espace de quelques années, arrive un phénomène tout à fait fantastique, c'est que nos flibustiers se regroupent et vont monter des expéditions flibustières. Et ça, les archives nous permettent, espagnoles, mais aussi françaises et anglaises, de les identifier. Une expédition corsaire dans les années 1645, 1656, 58, c'est des tout petits bateaux. Donc, oublions Pirates des Caraïbes, hein, ce sont des petits bateaux de 30 à 50 tonneaux qu'on a volés aux Espagnols, qui ont vaguement quelques canons, mais qui ont surtout une trentaine à une cinquantaine d'hommes qui sont armés d'une arme absolument redoutable et extraordinaire qui s'appelle le fusil flibustier. Et là, tous les textes sont unanimes, les flibustiers sont d'une habileté extraordinaire au fusil et ils vont réaliser des exploits extraordinaires, c'est-à-dire s'emparer de villes espagnoles. Alors, ils vont attaquer Cuba, bien entendu, mais après, ils vont aller vers la terra firma, ils vont attaquer tout le monde, ils vont attaquer Carthagène des Indes, ils vont attaquer Veracruz, etc. Et donc, moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, puisque avec le professeur canadien Réal Ouellet, on a fait l'édition critique d'Exquemelin. On a démontré que la moitié des textes d'Exquemelin étaient faux, mais l'autre moitié est totalement authentique. Et que quand on voit 350 flibustiers qui s'emparent de Carthagène des Indes, qui a plus de 3000 personnes, on se dit, mais comment ont-ils fait? Et est-ce que c'était vrai? Et alors, c'est vrai. Et comment ont-ils fait? En fait, la réponse, elle est très simple. Les flibustiers, grâce à la capacité de leur fusil et de leur tir, tuaient tous les officiers espagnols. Et les officiers espagnols, en fait, étaient à la tête de troupes qui étaient de mauvaises troupes, sans compter un certain nombre d'esclaves ou de mulâtres qu'on essayait d'utiliser. Et en fait, ces troupes se débandent. Donc, en fait, nos flibustiers sont très malins. C'est qu'en fait, une fois qu'ils ont tué les cadres, eh bien, le combat cesse de combattants. Et donc, les flibustiers vont réussir et accomplir des exploits extraordinaires. Alors, nos Lolonois se couvrent de la légende noire espagnole, c'est-à-dire que dans les textes, dans ce qu'on lui prête comme texte, nos Lolonois, comment dire, veut venger les Indiens qui ont été tués par les Espagnols. Et alors, on rapporte la cruauté de nos Lolonois face aux Espagnols avec un exploit qu'il aurait fait, c'est-à-dire qu'il se serait emparé d'un bateau espagnol et un Espagnol lui ayant résisté, avec sa main, il lui ouvre la poitrine, il lui arrache le cœur et le mange, etc. Bon, moi j'ai proposé aux étudiants de faire un petit peu de reconstitution historique, bon, mais on m'a expliqué que finalement, le cœur était drôlement bien protégé et que ça ne se faisait pas comme ça. Donc, si vous voulez, autant on est bien d'accord que Nololonois a assassiné ou a tué les Espagnols, ce qu'on lui prête relève de la plus grande fantaisie. En revanche, ce qui est très vrai, c'est qu'un certain nombre de flibustiers étaient des protestants ou farouchement anticatholiques qui s'alliaient aussi bien entre Anglais, entre Français, en hollandais ou quiconque voulait aller attaquer l'Amérique espagnole. Mais ce qu'on a montré, Réal Ouellet et moi-même, c'est que d'abord, il y avait un code de ces flibustiers qui avait un système de chasse-partie, c'est-à-dire en fait un système de codage pour se partager les prises. Alors, contrairement à ce que raconte mon grand ennemi, enfin c'est moi qui suis son ennemi, l'historien américain Marcus Rediker, dont la plus grande faute est de ne lire ni un mot de français, ni d'espagnol, ni de hollandais, il découvrirait que ce qu'il appelle la chasse-partie des flibustiers, naissance du Nouveau Monde, en fait, c'est la chasse-partie des pêcheurs hollandais de Frise ou de Flandre depuis le milieu du Moyen Âge. En fait, c'est un contrat de navigation entre armateurs et pêcheurs. Donc en fait, ce qu'on prête comme une nouveauté en fait est tout simplement l'application à la flibuste des traités de partage d'une pêche entre armateurs et flibustiers en Europe. Donc, il y a, alors, il y a une tradition, donc
effectivement, nos flibustiers partagent les prises et on s'est évidemment focalisé sur le trésor des flibustiers. Et en réalité, avec Réal Ouellette, ce que nous avons montré, et c'est d'ailleurs dans cette chasse-partie, que le pillage des colonies espagnoles a été le pillage de milliers d'esclaves, mais aussi de tous l'appareil sucrier. Et en fait, nos flibustiers ne se sont pas contentés d'attaquer Valparaiso ou d'attaquer Veracruz, etc. Ils ont ramené tout le matériel qui a permis de transformer les îles qui étaient des îles à tabac en îles à sucre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, la flibuste, elle est en germe, en destruction. Et on en a le magnifique exemple de Morgane. Donc Morgane qui conduit les expéditions de Carthagène des Indes, entre autres, qui est indiscutablement pirate, puisque alors que l'Angleterre a signé la paix avec l'Espagne, lui, Anglais, continue de se battre contre les Espagnols. Mais grâce à ses trésors, il achète les juges, ce qui lui permet de sortir de la Tour de Londres, de se faire nommer gouverneur de la Jamaïque et de finir premier planteur de la Jamaïque et de notre rêve à tous, c'est-à-dire Tiponche sous les cocotiers. Donc vous avez d'un côté Nolononoin avec la pulsion de mort et il se fait prendre par les Indiens du côté de Maracaibo, indien qui l'aurait, paraît-il, mangé, c'est fort possible d'ailleurs. Mais donc, il ne, Nolononoin ne cherche jamais à, comment dire, à s'embourgeoiser. Au contraire, Morgane et puis du côté français, le pendant, c'est Ducasse, n'ont qu'un seul but, c'est en fait devenir bourgeois dans un premier temps, planteur et ensuite noble. Et tous les deux, tous sont anoblis. Et donc la noblesse des Antilles de la fin du XVIIe siècle, en fait, est toute issue des corsaires flibustiers, voire pirates. Tu as fini avec cette seconde partie. Il y a plein de questions auxquelles on peut répondre maintenant. On va poser quelques questions. Alors, un petit retour en arrière, quelqu'un pose la question, le rôle de l'île de la Crète. Alors là, bon, un tout petit retour sur la partie précédente. 1 minute peut-être, éventuellement. Non, j'ai pas de grandes connaissances sur l'île de la Crète, si ce n'est qu'effectivement, il y a eu une marine crétoise qui a dominé la mer Égée à une certaine période. Alors, il y a un ensemble de théories que j'ai revues récemment. Il y aurait un volcan qui aurait détruit. Enfin, bon, il y a toute une série de théories. Enfin, cette marine est apparue et a disparu. Bon, mais elle a été indiscutablement une grande marine dans l'Antiquité. Une question d'amiral Alain Oudot d'Inville. Est-ce que vous pouvez nous parler du marquis d'Angène? Oui, alors, donc, là, on entre dans une autre notion, enfin, qui est proche de Ducasse et de Morgane. En fait, quand on va envoyer des expéditions aux Antilles, et là, Christian Buchet en est le spécialiste, on va découvrir un ensemble de maladies et de fautes d'approvisionnement. Donc, sous Louis XIV, pour faire court, eh bien, on va essayer de recruter un certain nombre de gens sur place et on va aussi encourager un certain nombre d'officiers à employer des vaisseaux du roi, c'est ce qu'on appelle les armements mixtes, à faire des expéditions corsaires, principalement contre les Espagnols, mais aussi contre les Hollandais. Et c'est l'exemple d'Angène, c'est l'exemple du marquis de Maintenon. Et on aboutira à la grande expédition de Pointis contre Carthagène en 1697, qu'on peut considérer comme la dernière grande expédition flibustière. Donc Pointis, en 2 mots, part avec une escadre royale. Il arrive à Saint-Domingue où il propose à Ducasse, gouverneur, d'embaucher les habitants de Saint-Domingue pour lui faire des troupes terrestres et on attaque
Carthagène. Et en théorie, le partage devait être égal. Mais l'ami Pointis revient avec le trésor en France, et là, ça se passe très mal parce que Ducasse porte plainte et les tribunaux donnent raison à Ducasse et aux habitants de Saint-Domingue, et donc une partie du trésor que Pointis avait ramené en France est reversé aux flibustiers. Et au même moment, d'ailleurs, le roi tente de faire cesser la flibuste. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de. C'est ce qui se passe, quoi. La flibuste devient complètement légitime et se confond avec les habitants d'un côté et la guerre de course aux Antilles. Un tout petit mot, Patrick, parce que c'est l'histoire de Pointis, la prise de Carthagène de 1697, me rappelle des vieux souvenirs, parce que c'était mon sujet de maîtrise. C'est l'apogée, comme tu l'as dit, avec des flibustiers qui sont utilisés par Louis XIV comme troupes d'élite, parce qu'ils sont aguerris au climat, alors que les autres arrivent quasiment malades. Et on se rend compte que on leur donne les sous, comme tu l'as dit, parce qu'ils ne revenaient pas dans les îles françaises et que le plus bel exploit de la piraterie, c'est peut-être d'avoir été le peuplement défensif de nos colonies. Et à partir du moment où ils ne vont pas dans nos îles, panique totale. Donc on se rend compte qu'ils ont joué un rôle historique fascinant. Alors une question de fond avant de continuer, une belle question. Alors attends que je la trouve. Comment les officiers de marine considèrent la course et les corsaires? Attends, comment la course s'intègre dans les stratégies militaires générales? Quel degré d'autonomie pour les corsaires par rapport aux autres actions navales? Alors ça, c'est ma troisième partie. Alors, on y c'est celle qu'on va faire maintenant, si vous le voulez bien. Bon, alors attends, une question, c'est Régis Menu, un de nos panélistes qui veut intervenir, je crois. Non, mais c'était la même question, en fait. C'est ce qu'on va attaquer intéressante. Maintenant. Alors, on avance. Non, Christian, je propose qu'on prenne la question de Bruno. Augeron, un Français, distribue des lettres de marque portugaise. Je pensais que seul un notable assermenté pouvait le faire au nom de son pays. Oui. Oui, ben là, c'est parce que vous êtes un grand optimiste. Alors, bon, il faudrait revenir sur l'histoire d'Augeron qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, Augeron, en réalité, il représente à la fois la Compagnie des Indes et en même temps, il est gouverneur royal et de toute manière, on lui dit « réussissez ». Alors, à partir de ce moment-là, il utilise tous les trucs et donc, il va utiliser les guerres de cour, les lettres de marque portugaises. Bon, je me suis amusé dans un petit bouquin qui s'appelait Les flibustiers de la mer du Sud à reprendre une expédition pirate authentique qui se passe de 1682 à 1687. Et on voit que ce sont tous d'anciens flibustiers corsaires et qui jouent sur les guerres connues ou pas connues, etc., pour continuer à se protéger par des lettres de marque. Et donc, Raveneau de Luçon, dans Les flibustiers de la mer du Sud, dit toujours « Ah, mais moi, je suis corsaire, j'attaque avec le drapeau royal en tête, et il est avec des Anglais qui, eux, utilisent le drapeau rouge. » Et donc, en fait, on utilise une astuce juridique qui est que l'Espagne n'ayant jamais signé de traité de paix aux Antilles, on est donc toujours en guerre, donc on n'a pas besoin de demander de lettre de marque puisqu'on est toujours en guerre avec l'Espagne. Et effectivement, il va y avoir un certain nombre de traités en 1682 et en 1697 qui vont se finir par l'Espagne qui va légitimer la partie française de Saint-Domingue. Tant que les Espagnols ne reconnaissent pas la partie française de Saint-Domingue, les Français sont piratas, donc pour les Français, ils sont corsaires, et donc on n'a pas besoin de redemander une lettre puisque la guerre n'a pas cessé. Vous voyez, on est donc dans une ambiguïté juridique, et je peux vous dire que Louis XIV ne cherche absolument pas à approfondir. Du moment qu'il reçoit ses 10%, tout va bien. Hein. Donc, ça, c'est et le roi d'Angleterre, ou la reine, si vous voulez, ou Cromwell, font exactement la même chose. Hein. Du moment que ça rapporte, voilà. Allez, avant de passer à la suite, trois questions en une. Oui. On ne parle de flibuste que dans les Amériques ou bien dans l'océan Indien, il y a également de la flibuste? Et puis, y a-t-il des femmes corsaires, pirates ou flibustières? Voilà, alors. De la part de Martine de Nantes. Donc,
il y a eu un énorme mythe qui a été celui de Libertalia, qui a été en partie créé par Daniel Defoe. Bon, Daniel Defoe, comme vous le savez, a été un personnage extraordinaire, mais il a été aussi espion de la reine. Il a accompli plein de choses. Et comme vous le savez, il a interviewé un certain nombre de pirates avant qu'on les pende, ce qui a servi de base à son livre Histoire générale des pirates. Et donc, c'est lui qui est à l'origine de tout un certain nombre de mythes, donc notamment celui de Libertalia, donc, où il y aurait eu une colonie libertaire à Madagascar. Elle n'a jamais existé. Il n'y a aucun texte et d'archives qui le prouvent, donc ça relève de la science-fiction absolue, même si Poivre d'Arvor et ses collègues n'hésitent pas à écrire ça dans différents bouquins. Donc, si on va dans les archives, il n'y a absolument aucune preuve. Alors pour nos femmes corsaires, corsaires ou pirates, bon ben on revient toujours aux deux exemples célébrissimes, toujours écrits par donc je fais un lapsus. Enfin, je vais boire une seconde, excusez-moi, parce que là j'ai la gorge sèche. Toujours Daniel Defoe, effectivement, qui signe sous un pseudonyme, je ne sais plus, le capitaine John Foster, ou un nom comme ça. Voilà, capitaine Johnson. Voilà. Donc, en fait, on revient dans le problème de une femme pouvait-elle être à bord comme marin? On a des exemples. Il semble qu'on ait eu un certain nombre de femmes qui ont essayé de masquer le fait qu'elles étaient femmes. Bon, c'est pas très évident parce que sur un bateau où il y a de la promiscuité, au moment de faire pipi, il va y avoir des petits problèmes. Bon, mais il est possible que on se soit dit. Mais de toute manière, ça ne pouvait être que très marginal. En revanche, il y a une chose à laquelle qu'on oublie tout à fait, c'est que la femme dans l'Ancien Régime, elle devient majeure quand elle est veuve. Et à ce moment-là, on a des femmes armateurs avec tous les pouvoirs de l'armateur, c'est-à-dire armer un bateau, nommer des capitaines, etc. Et elle peut parfaitement, si elle le voulait, décider qu'il y ait des femmes à bord ou qu'on ait un représentant de l'armateur qui est à bord. Bon, après, on entre dans un autre lieu, à savoir les superstitions comme quoi une femme à bord, c'est une catastrophe, etc. Donc là, on entre dans toute une série de cas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand la femme est armateur, elle a tous les droits et on a de très grandes femmes armateurs à Nantes, au Havre, ça c'est dans le cas français, on en a tout autant en Angleterre ou en Hollande. Mais naviguant très peu, en revanche, quand on déplace des engagés, on a des couples d'engagés, hommes et femmes, avec des enfants. On a les femmes du gouverneur avec toutes les domestiques qu'il y a, etc. Et puis, on a un moment où on manque de femmes. Et là, dans le cas français, par exemple, le roi envoie des prostituées, organise des mariages de force, aussi bien au Canada que dans les Antilles françaises. Et donc là, à ce moment-là, on a des femmes à bord. Mais c'est un phénomène marginal. Merci. Donc, on va peut-être reprendre la troisième partie. Alors, la troisième partie, ça va être une provocation parce que il me faudrait 20 heures pour la développer. Donc, en quelques minutes, c'est la course, une spécificité française. Alors, en réalité, la course au XVIIe siècle, elle commence par, on l'a vu, la course hollandaise, mais il y a une course qui va exploser, qui va stupéfier tout le monde, c'est la course à partir de Dunkerque. Dunkerque va être le dernier port espagnol pour lutter contre la Hollande. Dunkerque est un port qui était en fait qui reposait sur la pêche au hareng. Or, la pêche au hareng va être monopolisée par les Hollandais. Donc, les marins de Dunkerque sont au chômage, mais ils connaissent parfaitement les eaux de la Manche et de la mer du Nord. Et donc, ils vont, comment dire, armés d'anciens bateaux de pêche et ils ont devant eux, nous l'avons dit, le commerce maritime hollandais en pleine expansion. Donc, les corsaires de Dunkerque vont
faire ce qu'on va retrouver sous Louis XIV, etc., c'est-à-dire que Dunkerque, port sans capitaux, va, par l'autofinancement, créer une guerre de course. Donc, le petit corsaire attaque un premier bateau, puis un deuxième bateau, puis un troisième bateau. L'armateur gagne de l'argent et va financer un bateau plus grand, puis un bateau plus grand, puis un bateau plus grand. Et donc, on commence par des bateaux avec 0 canon et 15 hommes d'équipage, et on se retrouve dans les années 1620-1625 avec des corsaires qui ont un nouveau type de bateau qui s'appelle la frégate. Et les Espagnols vont venir à la rescousse avec un nouveau bateau qui est le galion, qui va être la riposte à la flûte hollandaise. Et entre 1625 et 1637, les historiens belges et anglais l'ont démontré, on assiste à plus de 1500 navires capturés par Dunkerque. On a fait le calcul, les navires capturés par par Dunkerque de 1625 à 1637, c'est égal à 150% de la flotte anglaise de 1615. Donc là, et grosso modo, ça serait après pratiquement 10% annuel de la flotte hollandaise, première flotte du monde. Donc là, on est dans un record de prédation. Donc là, on est dans un phénomène corsaire qui cesse d'être marginal pour devenir véritablement la course au service de la stratégie. Et il y a un Dunkerquois devenu amiral espagnol qui s'appelle Collaert, qui en 1628 explique et théorise ce que Vauban reprendra, à savoir que pour attaquer une puissance maritime comme la Hollande, il faut l'attaquer dans ses formes d'exploitation maritime. Donc, il faut détruire sa flotte haranguière, il faut attaquer la flotte baleinière, il faut attaquer la Compagnie des Indes. Donc, il faut une alliance entre navires de guerre et armateurs. Et c'est ce que Vauban reprendra en 1697. Mais ce que Vauban a cru ou a dit présenter comme nouveau n'est pas autre chose que ce que les Dunkerquois pratiquaient depuis 50 ans. Donc, ensuite, 1648, c'est donc la reconnaissance de l'indépendance des États-Unis, des Provinces-Unies, mais à peine les Provinces-Unies sont-elles indépendantes que Cromwell arrive et nous avons droit à la première guerre anglo-hollandaise. Cette première guerre anglo-hollandaise, sur le plan de la course, c'est très intéressant. Les Anglais se sont emparés de 1000 navires hollandais, les Hollandais en ayant pris 500. Deuxième guerre anglo-hollandaise, donc cette fois-ci c'est Ruyter et les Hollandais qui gagnent et qui s'emparent de 1000 à 1200 navires hollandais. Donc la guerre de course commence à être absolument non négligeable. Et quand arrive la guerre de Hollande, eh bien, Louis XIV et Colbert se tournent tout benoîtement vers Dunkerque en disant aux Dunkerquois, eh ben les gars, vous étiez les rois de la course sous les Espagnols, maintenant devenez les rois de la course. Ah oui, mais là, c'était le sujet de mes recherches et de mes travaux. Dunkerque n'a aucun capitaux. Et donc, la guerre de course à Dunkerque, la première année de la guerre de Hollande, en 1672, c'est 5 petits corsaires minables dunkerquois. Alors, 2 ans plus tard, on a une vingtaine de corsaires. Et à la fin, en 1678, on découvre que Dunkerque s'est emparé de 400 corsaires, de 400 navires sur à peu près les 600 que l'on fait. Et donc, le héros, nous le connaissons tous, c'est Jean Bart. Mais ce qui est très intéressant à travers le cas de Jean Bart, c'est qu'en fait, la guerre de course est une affaire absolument à Dunkerque d'autofinancement absolu. C'est-à-dire que le capitaine corsaire n'est reconduit que s'il fait des prises. Et l'armateur n'investit que parce que ses capitaines lui ramènent des prises. Donc en fait, Dunkerque est un endroit extraordinaire. C'est là où passe le commerce anglais et c'est là où passe le commerce hollandais. Et donc, on est sur un lieu de prédation et c'est ce lieu de prédation qui va faire la richesse de Dunkerque. Donc,
La guerre de course en 1670-1778, c'est d'abord Dunkerque et à la fin apparaît Saint-Malo. Le grand bouleversement, je vais aller très vite parce que je vais vous montrer une image pour qu'on comprenne tout. Voilà. Voilà Dunkerque au temps des Espagnols. Donc, vous voyez des tout petits bateaux et un port ensablé. C'est ce même port qui se retrouve au temps de Jean Bart lorsque démarre la guerre de course en 1672-1678. Mais voilà, une vue de Dunkerque en 1660. Vous voyez ici un chenal ensablé, une vague fortification, la tour du Molenaer qui existe toujours, la cathédrale et une minuscule ville avec un chenal que nous connaissons par cœur. À marée haute, on ne peut pas faire entrer un bateau de plus de 80 tonneaux. Et le grand bouleversement, eh bien c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Dunkerque, revu et corrigé par Vauban et Jean Bart. Tout le monde pense au développement de Rochefort, bien entendu. Les connaisseurs savent que Louis XIV a beaucoup investi au Havre, mais il a plus dépensé à Dunkerque que pour toute la construction des bâtiments de Versailles. On ne parle pas des chefs-d'œuvre de Versailles, comment quantifier des chefs-d'œuvre de Versailles. Mais si on prend la valeur des bâtiments de Versailles, Louis XIV a plus dépensé à Dunkerque qu'à Versailles. Et là, vous voyez les travaux extraordinaires. On a donc créé des jetées, on a créé des forts. L'armée de la Brouette a creusé les bancs de sable grâce à un système. Dunkerque est sous la mer. Grâce à un système d'eau que l'on récupère entre la marée haute et la marée basse, on crée un système d'écluses de chasse qui fait qu'à marée basse, on libère l'eau qui chasse le sable, etc. Et on arrive à cet exploit qu'on a construit un arsenal, qu'on a construit des chantiers navals, qu'on base une escadre de guerre, et que cette escadre de guerre, qui va être notamment menée par Jean Bart, va donc lui additionner corsaires privés plus escadre du roi et accomplir les exploits extraordinaires que nous connaissons sous Jean Bart. Mais cette fois-ci, c'est Jean Bart, officier du roi. Et ces records de prédation vont se poursuivre après la mort de Jean Bart. Je me suis amusé à vous donner quelques chiffres que je vais vous donner juste comme ça, mais parce que je ne les connais pas tous par cœur. Donc, guerre de Hollande. Les Français auraient capturé 600 à 800 navires, dont 400 pour Dunkerque. Prenons la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Alors là, on change totalement de dimension. 1300 armements corsaires, dont 500 par Dunkerque, 3000 captures, dont 400 armements par Saint-Malo. Donc vous voyez, on est à 3000 captures. On prend la guerre de succession d'Espagne, là, 2000 armements, 7 à 8000 captures. Dunkerque passe à 700 armements et 3000 captures. Vous voyez bien que la création de la base navale de Dunkerque fait exploser Dunkerque. Et on le voit très bien, ça sera dans mon prochain livre, mais bon, qui paraîtra à l'automne. Mais le premier chapitre de ce livre, qui est la marine de Louis XV et de Louis XVI, s'appelle Delenda est Dunkerque. Les Anglo-Hollandais mettent comme condition que l'on prépare les traités d'Utrecht que l'on leur donne Dunkerque. Ça, c'est la première chose. Donc, en 1712, Dunkerque devient anglaise. Et deuxièmement, le traité d'Utrecht contient la destruction de Dunkerque. Donc, tout ce que vous avez vu, toutes les fortifications sont rasées, l'arsenal est rasé et les jetées sont rasées. Et vous les voyez tout de suite, les résultats. Dunkerque, il n'y a plus que 200 armements pendant la guerre de succession d'Autriche. Pendant la guerre de 7 ans, Dunkerque, c'est 125 armements. Guerre d'indépendance américaine, 200 armements. Et si on faisait la Révolution et le Directoire, c'est Boulogne qui devient le premier port corsaire. Autrement dit, quand Dunkerque n'est pas soutenu par les investissements royaux, eh bien Dunkerque est un phénomène corsaire marginal. Alors, la guerre de course,
Eh bien, en fait, on a deux phénomènes. On a la guerre de course comme survie, c'est-à-dire l'État étant en état de faiblesse. Le plus grand exemple, c'est la guerre de 7 ans. Hein. Les Anglais font le blocus de Bordeaux, font le blocus de Nantes, etc. Il ne reste plus que Dunkerque et Saint-Malo pour maintenir l'activité. Mais les chiffres peuvent nous sembler intéressants. 500 armements, 3000 captures. Si je transformais ces chiffres en valeur, je vous dirais que la guerre de course est égale à un tiers d'année de commerce colonial. C'est-à-dire que l'interruption des 7 ans de commerce colonial pendant la guerre de 7 ans n'est compensée que par 6 mois de résultats corsaires. Donc vous voyez, la guerre de course est un moyen de maintenir une activité dans quelques lieux, mais en aucun cas elle ne remplace l'activité. Et les Français vont très bien le comprendre, ce qui maintient l'activité, c'est les convois. Et les convois, c'est la marine royale. Et donc, les Français ayant compris qu'il fallait investir dans la marine royale, c'est les grands armements de Choiseul, c'est la reconstruction de la marine qui fera la guerre d'indépendance. Bon. Donc, sous la Révolution et l'Empire, comme vous le savez, eh bien, entre la perte des officiers, l'absence de stratégie de la Révolution, puis du Directoire, puis de Napoléon, eh bien, la marine, la pauvre marine se bat comme elle se peut, et donc on a recours aux corsaires. Et là, on a des résultats. Vous voyez, sous la Révolution de Directoire, on a fait 5500 prises. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que 800 prises sont faites à la Guadeloupe et 500 à l'Île-de-France. Et là, on arrive à une autre notion, c'est la guerre de course comme survie. La Guadeloupe n'arrive pas à recevoir des renforts de métropole, eh bien, elle crée son propre droit corsaire. Et Victor Hugo estime que les Américains, étant des faux neutres et des vrais pirates, il les capture et il assure la survie de la Guadeloupe. Quant à l'Île-de-France, c'est bien entendu Surcouf, mais ce n'est pas seulement Surcouf, c'est Surcouf et les autres. On arrive à 122 armements corsaires qui assurent l'autonomie de l'Île-de-France, mais en même temps, l'Île-de-France devient un lieu que les neutres vont fréquenter. Les Américains et puis un certain nombre de nations, les Danois et les Suédois, viennent à l'Île-de-France acheter à bas prix les marchandises et navires de la Compagnie des Indes que les Français ont capturés. On ne sait pas quoi en faire de ces bateaux. Et donc, ils viennent acheter à bas prix. Bon. De nouveau, guerre de course pendant l'Empire. Là, par exemple, j'ai identifié 1542 lettres de marque. De nouveau, la guerre de course est le moyen de survie de la Guadeloupe et de l'Île-de-France. Mais là, les Anglais ont décidé de changer de politique et donc c'est la conquête de la Guadeloupe, c'est la conquête de l'Île-de-France. Et donc, vous voyez, quand on finit en 1813, eh bien, 440 corsaires ont été pris avec 27 000 marins, indépendamment des combats de la marine de guerre. Vous voyez donc que les résultats corsaires de l'Empire ne sont pas négligeables, mais ils sont devenus dérisoires face à une marine anglaise qui est devenue la première du monde. D'où le fait que eh bien, le rôle de la guerre de course se pose en 1815, et donc en 1856, c'est très légitimement que Français, Anglais et en fait tous les Européens, sauf les Espagnols, disent que la guerre de course n'a plus de sens, la guerre ne peut plus être aux mains des particuliers, et donc le traité de Paris de 1856, c'est la fin de la guerre de course comme guerre des particuliers. Il y avait un rêve, notamment défendu par les Anglais, c'était qu'on n'attaque plus le commerce. Sauf que la guerre 14-18 arrive avec une nouvelle arme que vous connaissez, le sous-marin, et les Allemands vont dire on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas la guerre au commerce. Et donc la guerre sous-marine, à ce moment-là, remet entre guillemets dans la course les civils qui se retrouvent donc menacés, et on revient à ce moment-là à l'organisation des convois pour protéger les civils.
Et c'est très amusant de voir que quand on regarde les résultats des corsaires et les résultats des sous-marins, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que la première année des sous-marins est extraordinaire, la deuxième année, c'est moins bien, et à partir de la troisième année, on a mis en place un système anti-sous-marin et organisation des convois qui fait que le nombre de sous-marins devient de plus important jusqu'au moment où les sous-marins s'arrêtent, quoi. Voilà. J'ai un petit peu répondu à votre question sur la stratégie corsaire. Oui, en partie. En partie. Donc Tu veux peut-être maintenant, enchaîner, on il nous peut reste jouer aux questions. une ou deux questions pour que tu puisses terminer, puis on fera tout un jeu de questions par la suite. Plusieurs personnes demandent, est-ce qu'il y a un film de fiction qui te semble bien retracer les guerres de course ou le phénomène corsaire? Si tu avais un film ou deux à nous conseiller. Alors, le plus beau film, et de loin, vous le connaissez tous, c'est Master et Commander. Donc, mais Master et Commander est un film, un film tout à fait amusant parce qu'en réalité, donc ça se passe dans le Pacifique où les Français n'étaient pas, avec un corsaire français qui, en théorie, chasse les baleiniers, alors qu'en réalité, les corsaires français étaient dans l'océan Indien. Alors, vous connaissez l'histoire. C'est qu'en réalité, dans l'histoire, c'est un corsaire américain qui était en lutte contre les Anglais, sauf que les Américains et les Anglais étant ensemble pendant la guerre d'Irak, Hollywood a dit qu'on ne pouvait pas faire un affrontement entre Anglais et Américains, et donc on a remplacé le corsaire américain par un corsaire français. Ceci dit, le film est absolument fantastique. Le combat, les superstitions, la guerre, etc., c'est absolument fantastique. Et le corsaire français est bien considéré comme un très grand navigateur avec un très grand équipage. Et donc, le corsaire français n'est absolument pas ridiculisé. Donc là on a bien, à part le fait qu'on s'est trompé d'océan, mais on a bien une bonne représentation de la lutte anglaise contre les corsaires français. Donc, Une question voilà. qui tombe bien, ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais vu que tu viens de publier un ouvrage sur les vaisseaux du premier rang, quelqu'un nous pose la question, c'est Bénédicte Vercheval, combien d'hectares de forêt sont nécessaires à la construction d'un seul de ces navires de guerre des 17e ou 18e siècles? Quelles forêts en France, hors de France, sont-elles exploitées à cette fin? Voilà, grosso modo, il faut entre 2000, selon le type de bateau, il faut entre 2000 et 4000 mètres cubes de chêne pour construire un vaisseau. Donc, grosso modo, il doit falloir entre 200 et 400 chênes centenaires pour construire un vaisseau de plus de 50 canons, quoi. Alors, ceci dit, pour tous ceux qui connaissent la reconstruction de l'Hermione, eh bien, en France, paradoxalement, on avait trop de vieux chênes et donc l'Office national des forêts n'a eu aucun problème pour fournir les chênes pour l'Hermione. Sauf qu'on construisait une Hermione. On aurait eu à construire 100 Hermiones, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Et je vous rappelle l'exploit extraordinaire de Colbert, hein. On a 10 vaisseaux en 1661, on en a 120 en 1672, dont 30 importés, on est bien d'accord, mais tout le reste a été construit. Et à partir des années 1675-1676, toute la flotte de guerre française, elle est construite avec les forêts françaises. Pour les coques, attention, pour les mâts, il faut des pins, et les meilleurs sont en Russie, c'est les pins de Riga, etc. Et la France devra toujours les importer. Mais donc, pour tous les vaisseaux, sauf pour la mâture, tout est fait en France après Colbert. D'où le fait, effectivement, qu'on a rasé des forêts françaises pour construire la flotte Francis française. Baudu nous dit: l'armement de course était-il un bon investissement? Gros risque, temps long pour récupérer les fruits de la vente des prises, faites sur appel d'offres organisé par des agents du fisc qui en outre prélevaient beaucoup. Alors, là, c'est l'objet de ma thèse, mais aussi d'un historien qui vient de nous quitter, donc André l'Espagnol, que vous connaissez tous. Et donc, André l'Espagnol, il a étudié Saint-Malo. Moi, j'ai étudié Dunkerque. C'est simple. À Saint-Malo, on peut dire que 50% des armements étaient déficitaires.
déficitaire, menaçant de ruine les gens qui ont mis des capitaux, et à peine 20 à 25% véritablement rentables. Autrement dit, sur le plan financier, la course est une loterie. Donc on a les armateurs qui gagnent. Alors il y en a un armateur qui est très célèbre, c'est le père de Chateaubriand, hein, qui a été le meilleur corsaire malouin de la guerre de 7 ans, et qui a investi ses gains dans l'achat du château de Combourg, hein. Et puis ensuite, c'est moins brillant dans les armements négriers. Et là, il a été très mauvais armateur négrier. Il s'est ruiné en grande partie dans ses armements. Mais on a des armateurs qui se sont enrichis en course. Route Corse s'est enrichi en course. Et donc, pour chaque port, on peut montrer qu'on a entre 5 et 15 armateurs corsaires qui gagnent prodigieusement. Et donc, on se crée ainsi le mythe de la course. Bon. Donc, il y a des courses rentables. Donc, je vous ai dit que Boulogne était le premier port corsaire sous l'Empire. On a des campagnes de course à Boulogne en 1807, 1808, 1811 qui dépassent 400 à 500 000 francs or. Tout le problème est de s'emparer d'un bateau richissime. Bon. Donc, on a le bateau de pêche qu'on capture qui vaut rien. Mais si vous capturez un baleinier à la bonne époque, si vous capturez un navire colonial, si vous capturez le jackpot, c'est-à-dire un navire de la Compagnie des Indes, on arrive, un navire de la Compagnie des Indes, ça vaut 4 millions de livres pour un investissement de corsaire de 30 à 50 000 livres. C'est le jackpot. Le problème, c'est que si on regarde là, ben, on en a capturé un par an, voire un tous les 2 ans. Mais les Anglais ont ruiné la Compagnie des Indes en la capturant. Ils ont capturé les 40 à 50 bateaux de la Compagnie des Indes françaises. Les 50 Anglais qui ont capturé ont été riches. On va peut-être, si tu veux reprendre, Patrick, qui posera les dernières questions en fonction du temps qui nous restera, peut-être pour ta dernière partie. Je crois. Non, la dernière partie. Oui, oui, d'accord. Mais autrement, on peut encore continuer. Moi, je veux bien, mais il est déjà 7h30. Tout le monde, on continue encore un petit quart d'heure, une petite dizaine de minutes. Voilà, 10 bonnes minutes pour poser quelques questions. On dépassera un tout petit peu pour ceux qui veulent rester. Allez, on te laisse terminer d'abord. Bon, alors ma dernière partie, elle sera un peu, pas provocatrice, mais elle serait d'essayer de remettre un petit peu d'ordre dans des confusions, et notamment autour du mot la stratégie corsaire. Alors, en fait, je vous l'ai déjà dit, donc en 1628, il y a l'amiral Collard qui dit, mais quand on veut attaquer une puissance maritime, ben, soit on l'attaque dans sa flotte de guerre, soit on l'attaque dans son commerce. Et donc, c'est lui qui est le premier à théoriser. Sauf que si on a une marine qui sait s'organiser, et ça sera le cas des Français et des Anglais au XVIIIe siècle, on riposte à la guerre de course par l'organisation des convois. Et là, il faut bien voir que si le navire du convoi peut valoir une somme colossale, bon, un navire, alors je vais parler en livre tournoi et je vais donner des chiffres français, mais pour qu'on comprenne. Un bateau qui part de Bordeaux pendant la guerre de 7 ans, les guerres d'indépendance, chargé de vin, ce qui intéresse tout le monde, ou de farine, il va coûter grosso modo 60 000 à 80 000 livres. Il revient chargé de sucre, de coton ou d'indigo. Il vaut 400 000 à 600 000 livres. Alors c'est la même chose s'il est anglais hein, ou hollandais. Vous comprenez l'intérêt pour un corsaire français ou un corsaire anglais de le capturer. Et notre navire, il est équipé d'une petite dizaine de canons et d'un équipage de 50 hommes. Donc, dès que vous arrivez à avoir un corsaire qui fait entre 50 et 100 hommes, on peut s'emparer de ce navire colonial. Et donc, là se pose la question de l'investissement. Alors, 50 à 100 hommes et le nombre de canons, c'est facile à réunir sous Louis XIV. Sous Louis XV, ça se complique parce que les Français inventent le 74 canons, les Anglais vont riposter et on passe pour les navires de guerre français et anglais 70, 80 canons, 110 canons. Aucun armateur corsaire ne peut se permettre un tel investissement. Le plus gros investissement corsaire, en simplifiant à l'extrême, hein, c'est grosso modo une frégate. Le grand maximum, c'est une frégate qui va se rapprocher de l'Hermione. Bon. L'Hermione, elle vaut 300 000 livres. Résultat, bah, si vous examinez Saint-Malo, si vous examinez Dunkerque, ou si vous, bah, en réalité,
on n'investit pratiquement pas dans des navires de plus de 100 000 livres. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est sur des navires qui vont être des navires légers, fortement armés, mais incapables de soutenir le feu d'une frégate anglaise. Un corsaire français de 26 canons, il va très facilement s'emparer d'un navire corsaire, d'un navire de commerce, mais il est incapable de soutenir le feu d'une frégate anglaise parce que la frégate anglaise, elle a un blindage de 30 à 40 cm de chaîne, alors que lui, c'est un navire marchand qui a 5 ou 6 cm. Donc le moindre boulet anglais va dévaster le bateau français. Et donc, on a des combats navals, bien entendu, mais l'équipage corsaire souffre énormément. Donc, en fait, grosso modo, à partir de Jean Bart, la séparation est définitive entre le corsaire et le navire de guerre. Donc, le navire corsaire, bah, sa tactique va être de s'enfuir devant un navire de guerre. En revanche, attaquer le commerce ennemi, est-ce que ça ne pourrait pas être le fait de la flotte de guerre? Et donc, là, ça devient une stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie corsaire. Alors, cette stratégie corsaire, eh bien, elle va être d'abord le fait d'une flotte de guerre. C'est le célèbre exemple de Tourville qui s'empare du convoi de Smyrne. Donc là, la flotte de guerre française de 30 vaisseaux surprend la flotte d'escorte de 13 vaisseaux et la capture du convoi de Smyrne est équivalent à 2 années du budget de la marine de guerre française des années 1692-1693. Donc, cette stratégie de guerre que certains ont baptisée de guerre industrielle, elle va être rentable à condition qu'on surprenne la flotte anglo-hollandaise. Ben oui, mais on va la surprendre qu'une fois. Hein. Après, on va donc s'attaquer, et l'astuce va être donc de disperser les attaques françaises, et ça va être les fameux armements mixtes, c'est-à-dire que le roi va prêter des navires de guerre de 40 à 50 canons qui vont faire des divisions de 2, 3 ou 4 vaisseaux. Ça sera la grande spécialité des Malouins, et on va attaquer le commerce sur toutes les mers. Donc les Malouins vont attaquer les baleiniers au Spitzberg, ils vont attaquer tel bateau au milieu de l'océan Atlantique, etc. Donc on a ces exemples-là qui marchent assez bien. Et puis, on va avoir de nouveau la tentation de mais après tout, la richesse, elle est peut-être à terre. Donc, c'est l'attaque de 1697, Carthagène des Indes. C'est comment ça s'appelle? C'est Rio de Janeiro attaqué par les Malouins. Donc, alors, sous Louis XV, ben, le problème, il est qu'en fait, par suite de ce qu'on appelle les accords Fleury-Walpole, la flotte de guerre française est auto-limitée à 50 vaisseaux. Mais la flotte de guerre anglaise, c'est 120 vaisseaux. Donc, à partir de Louis XV jusqu'à la fin, le rapport de force, c'est un vaisseau français contre 2, 3, voire 4 vaisseaux anglais. Et donc, comment utiliser cette flotte de guerre? La réponse de Maurepas, c'est escorter les convois. Donc, si on escorte les convois français, on ne peut pas attaquer les convois anglais. Et c'est la réussite et le sacrifice de la marine française avec l'étendard ou la Jonquière en 1747. Les Anglais triomphalement disent on a capturé 6 vaisseaux français, on a capturé 5 vaisseaux français, mais les 120 vaisseaux du convoi sont passés. Le Canada n'est pas pris, les Antilles ne sont pas prises. Bon. Pendant la guerre de 7 ans, là, le sujet est complètement différent. Vous savez bien que la flotte française est annihilée. Mais ce qui devient intéressant, c'est la guerre de course pendant la guerre d'indépendance américaine. Il y a 1000 navires capturés par les corsaires français. Mais il y en a 500 qui sont capturés par la flotte de guerre française. Pourquoi? Parce que la flotte de guerre française, elle escorte les convois français, mais en même temps, elle ratisse l'océan Atlantique. Elle attaque partout. Et là, la guerre d'indépendance américaine est passionnante parce que la France a réellement gagné la bataille de l'Atlantique. Bon, avec l'aide de la marine espagnole, on est d'accord, avec l'aide marginale des corsaires américains. Et là, on assiste à un paradoxe, c'est que les meilleures prises sont faites par les navires du roi et qu'il y a un déclin de la rentabilité de la guerre de course. Et là, les armateurs disent, comment dire, quel est l'intérêt d'attaquer des navires puisque le roi fait les meilleures prises.
Et là, je fais un bond dans le temps, mais on arrive aux dernières années de Napoléon Ier, où Napoléon Ier encourage la capture des bateaux anglais, sauf que avec la supériorité de la marine anglaise, on s'aperçoit que 2 prises françaises sur 3 sont reprises. Donc les armateurs disent non, mais on arrive bien à faire des prises, mais grâce aux escortes anglaises et aux croisières anglaises, nos navires pris sont repris. Et un armateur écrit, mais dans ces conditions-là, ne faudrait-il pas détruire les navires anglais puisqu'on ne pourra pas les vendre? Et il pose la question, on les détruit, mais vous nous indemnisez. Donc vous voyez qu'on arrive à la stratégie de 14-18. Si on veut détruire le commerce ennemi, il faut le couler. Il ne s'agit plus de le capturer, mais il faut le couler. Et ça, c'est ce que les armateurs français écrivent en 1812. Hein? Dernière idée, Patrick, parce qu'il va falloir. Non, mais c'était ma dernière phrase. C'était ta dernière phrase. Alors, une question ou deux qui souhaitent intervenir. On va retrouver un petit peu ça. Oui, une question d'Arthur, bienvenue dans la rubrique Conversée, qui demande si vous avez, Monsieur Villiers, des chiffres sur les prises de course dans la Méditerranée pendant la guerre de succession d'Espagne, par Forbin notamment, ou alors du Guétrouin. Alors, les chiffres, oui, mais ici, bon, mais il suffit que je vous ouvre mon bouquin et que je vous le lise, etc. Donc, ça ne présente peut-être pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que tous ces chiffres, vous les. Donc, si vous voyez là, bon, il y a un livre qui vaut la royale somme de 5 €. Donc, donne-nous le titre, on ne voit pas bien le titre. Donne-nous le titre et l'éditeur. Le titre, c'est Les Corsaires, tout simplement, aux éditions Gissereau. Pour la somme colossale de 5 €, vous aurez des milliers de chiffres, et notamment les chiffres auxquels vous pensez, ils sont entre la page 43 et la page 45. Donc, je ne vais pas vous infliger la lecture, mais ils y sont. Donc, vous aurez vos résultats. Bon. Oui, il y a une course en Méditerranée. Un jour, peut-être, j'écrirai un livre sur les corsaires en Méditerranée sous l'Empire. J'en ai identifié 259. Bon. Alors que les spécialistes disaient qu'il n'y avait pas de guerre de course. Donc, vous voyez, j'en ai identifié 259. J'ai identifié je ne sais plus combien d'armateurs et de prises. Donc, je dois l'écrire, ce livre-là. Donc, il y a bien une guerre de course en Méditerranée. Oui, oui, indiscutablement. Francis Baudu nous propose de revenir au début de votre exposé. Quid de la thèse selon laquelle François Ier promut la flibuste française à l'encontre de l'Espagne pour se venger de ne pas être partie prenante au traité de Tordesillas? Ah bah oui, c'est le comment dire. Alors, ce n'est pas une flibuste, mais ce sont des corsaires avec des lettres de marque et des armateurs qui sont totalement encouragés. Donc, notamment Angot, à Dieppe, on peut visiter sa maison et on peut même visiter l'église où il a offert les vitraux de l'église avec le produit d'une partie de ses bénéfices. Donc, oui, c'est François Ier, n'ayant pas une flotte de guerre à la hauteur de la flotte de guerre espagnole, délègue la guerre de course aux corsaires. Une question un petit annexe, je dirais fake news ou pas. Dans la flibuste aurait existé un code d'une certaine égalité. Un des derniers grands pirates aurait financé la première édition du Capital de Karl Marx. Vrai ou faux? Ça, oui, c'est vrai. Alors là, non, là, il y a une confusion complète. Alors, donc, ceux que ça intéresse, je leur vends des cartes au trésor. Des vrais, hein. Des vrais. Qu'est-ce que je viens de vous dire à propos d'un navire colonial? Il vaut 400 000 livres ou 800 000 livres. Oui? 800 000 livres de sucre, qu'est-ce que ça donne au fond de l'eau? L'essentiel du commerce, c'était du sucre, du coton, de l'indigo, etc. Et on a créé aussi un mythe, le mythe des galions espagnols qu'on capturait.
Oui, il y a eu des navires, il y a eu des galions espagnols qui ont été capturés, mais le grand spécialiste, c'est Pierre Chaunu. Il a démontré que sur l'ensemble des 3 siècles de navigation des galions espagnols, il n'y en a pas 3% qui ont été pris à la fois par les Anglais et détruits par les tempêtes. Donc effectivement, on a quelques exemples de galions, mais c'est absolument dérisoire. L'idée qu'il faut au contraire retenir, c'est que les convois espagnols ont parfaitement marché et que l'argent de l'Amérique espagnole, et non pas l'or, comme on l'écrit, c'est l'argent du Chili, est arrivé sans aucun problème à Séville et qu'il irriguait tout l'Atlantique, qu'il irriguait tout le monde européen. Le lieu où tout le monde se battait, c'était pas les Antilles, c'était Séville. Une remarque de l'amiral de Dainville, ne revient-on pas à une privatisation de la force en mer par la mise en place des gardes armés sur les bâtiments marchands? Mais c'est plus de l'ordre de la remarque. Ah mais c'est exact, non mais complètement. Mais là, mettre des gardes armés sur les navires, c'est ce qu'on a appelé les armements marins pendant la guerre 14-18, ou sur les navires de commerce, on mettait des armements canonniers. Donc, on avait bien sûr des navires de commerce, un petit équipage de marins de l'État avec un canon de 75 ou autre, etc. Donc, on avait bien des marins de l'État pour protéger un navire privé. Donc, effectivement, la tentation est grande de mettre des marins publics ou privés pour défendre des pétroliers ou pour défendre tel ou tel navire. La seule chose que je dirais là-dessus, c'est que pour qu'il y ait des pirates, il faut qu'il y ait des receleurs. Parce que quand vous vous emparez d'un navire pétrolier, quand vous vous emparez dans le détroit de Malacca d'un navire chargé de 10 000 ou plus ordinateurs, etc., il faut les revendre. Et donc là, quand on fait des rançons avec des virements par banque internationale, on est bien d'accord qu'on a des banques et des États complices. Une dernière question, parce que malheureusement, on a dépassé de beaucoup déjà notre horaire. Peut-on dire que l'officiellement Félix von Lückner était un corsaire pendant la Première Guerre mondiale avec son 3-mâts, le Pass of Bahama? Ah, alors, il y a deux choses totalement différentes. D'abord, il y a une collection extraordinaire que j'adore, qui est la collection Payot, Mémoire pour la Première Guerre mondiale. Et dedans, vous avez une trentaine de bouquins extraordinaires. Alors, sur l'armée de terre, il y en a des dizaines et des dizaines, mais il y en a une trentaine extraordinaires sur la marine, que je recommande à tous. Et notamment, on a les mémoires du plus grand sous-marinier allemand, qui écrit dans son titre « Moi pirate ». Et là, je m'élève en faux. Il est sous uniforme allemand, avec drapeau allemand, sur un navire de guerre allemand. Donc, le mot corsaire ou pirate n'a aucun sens. La seule chose qu'il y a, c'est que comme il attaque le commerce, on va dire qu'il fait un acte de piraterie, parce que le droit d'attaquer le commerce et de tuer les civils n'est pas encore reconnu dans le droit international. Quelques jours après, c'est fait. Donc, en aucun cas. Alors, en revanche, l'exemple qu'on nous a donné, c'est ce que j'appelle, moi, les croiseurs auxiliaires allemands. Donc, on a déguisé des navires marchands qu'on a armés, mais qui étaient avec pavillon allemand, équipage allemand, officiers de marine allemand, et qui ont soit coulé des navires alliés, soit dans certains cas, ils ont réussi à s'en emparer et à les ramener pour approvisionner l'Allemagne. On a eu le même phénomène, on a eu quelques exemples de bateaux qui sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, il s'agit de il s'agit de croiseurs auxiliaires allemands qui ont une stratégie corsaire, c'est-à-dire essayer de ramener des produits, notamment du caoutchouc, du tungstène, etc., dont le Reich avait besoin. Mais là, ils le font au nom de l'État, c'est l'État qui est armateur et personne ne reçoit l'ombre d'une prise. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que les Français ayant capturé quelques navires en 39-40, en 14-18, on a donné aux équipages de marins de l'État une petite prime de prise. Donc, il y a eu quelques jugements de prise qu'on trouve aux archives de Vincennes. Allez, quand même une dernière pour finir sur une note et rêver. Sait-on finalement ce qui est devenu le trésor de la Buse? Ah, Il a alors posé encore la une question. fois, Il va falloir conclure. Je n'ai pas osé. alors, Moi. encore On une continue ou pas?
Alors, j'espère que vous vous souvenez qu'on a eu un archéologue, enfin un prétendu archéologue américain qui nous a fait le coup de sortir un lingot d'argent de Madagascar et on a découvert qu'il avait entièrement fabriqué le lingot et que c'est du pipeau. Moi, je conclurai en vous disant la chose suivante. Je suis un pirate corsaire dans l'océan Indien. Mon rêve est de revenir finir mes jours aux États-Unis où mon épouse et mes petites copines m'attendent. Pourquoi irais-je enterrer un trésor à Madagascar où il faut 12 mois ou 18 mois pour aller? Si j'ai un trésor, je l'enterre éventuellement aux Antilles, mais surtout sur la côte américaine. Donc, j'irai jamais l'enterrer. Ceci dit, il y a des gogos et on leur vend les trésors de l'île des Cocos ou tout ce que vous voulez. Là, bravo, c'est la prime aux gogos. Et ce que tu dis là, c'est exactement le final de la bande dessinée Tintin, le trésor de Rackham le Rouge. Ça ne se trouve pas Voilà. sous l'eau, ça se trouve dans le château de Moulazar. Bon, je vais simplement, le driblier va conclure, bien évidemment. Écoute, merci de ta présence. Tu as fait un tabac, parce que c'est un mot qui est venu des Antilles. Tu l'as dit, tu avais plus de 340 auditeurs à un moment donné. Et tu as encore 347 au maximum. Bon, le champagne. Grâce à toi, mais aussi parce que l'histoire, ça intéresse tous les publics du maritime. C'est peut-être le terreau de convergence, donc peut-être qu'il faudra mettre un peu plus l'histoire dans nos mardis de la mer. Mais merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette année. Mais comme il se doit, pour finir en beauté, également, Driblier pour ce mot de la fin avant de se retrouver, bien écoutez, en octobre. Merci. Eh bien, écoutez, on aurait dû entendre parler du sauvetage en mer. On a entendu parler de sujets un peu plus belliqueux et un peu moins généreux, mais on a entendu parler de la guerre de course, phénomène essentiel dans les conflits, moyens de subsistance, guerre au commerce et de blocus. Et puis, vous nous l'avez dit indirectement, un système d'économie circulaire sans apport de capitaux. Donc, une invention maritime de l'économie circulaire. Merci beaucoup pour cette superbe soirée. Et puis, à tous nos auditeurs, on était sur notre dernier mardi de la mer de la saison, mais la saison universitaire recommencera en octobre prochain. Et avec Christian, nous allons faire tout ce que nous pourrons pour avoir une aussi belle saison que celle qu'on est en train de terminer. Merci à tous, merci de votre présence. Et merci, professeur, pour cette dernière session magnifique. Ben, merci de cette invitation et moi, je suis prêt à revenir quand vous voulez. Voilà. Merci. À bientôt donc. Merci, Patrick. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bien. Alors, Christian, salut. Bonne soirée. Bonsoir, Florence. Florence, bonsoir, à bientôt.